Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition de votre principal rendez-vous de l'information de ce mardi 24 octobre. Au sommaire de l'actualité. Arrivée du président somalien en visite de travail à Djibouti. Et le chef de l'État préside les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres. C'était ce matin au palais présidentiel. Et nous entamons ce journal par la visite de travail du président somalien à Djibouti. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo est arrivé donc aujourd'hui en fin de matinée à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Le président somalien donc a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, par plusieurs membres du gouvernement, par l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, ainsi que par des hautes personnalités civiles et militaires du pays. La visite du président somalien à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale qu'il a entreprise dans les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, où les questions sécuritaires et de stabilisation de la situation en Somalie étant considérées comme prioritaires dans l'agenda de ces déplacements. Cette tournée a été entreprise peu après le terrible attentat survenu à Mogadiscio le 14 octobre dernier et qui a fait 358 morts, une cinquantaine de disparus et près de 300 blessés. Le président Farmajo est arrivé donc à Djibouti en provenance d'Addis Abeba où il a été reçu par le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Il a eu une série de consultations politiques consacrées à la sécurité régionale. Une première réunion donc entre le ministre des Affaires étrangères et le président somalien s'est tenue donc au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti en présence des délégations. Et par la suite, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a été reçu au palais présidentiel par son homologue djiboutien, le président de la République Ismaël Omar Guelleh. L'entretien donc en tête-à-tête entre les deux chefs d'État constitue le temps fort de la visite du président somalien. Et depuis donc l'effondrement de l'État somalien en 1991, Djibouti n'a ménagé aucun effort pour aider le peuple frère somalien à rebâtir les institutions du pays et à sortir du gouffre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est posé dès son accession à la magistrature suprême en 1999 comme un fervent artisan du retour de la paix en Somalie et partant de là du retour de ce pays dans le concert des nations. Les troupes djiboutiennes, aux côtés des troupes de l'AMISOM, mènent avec honneur et dignité des opérations de sécurisation et de stabilisation en Somalie. Des formations sont également assurées aux soldats et cadres de l'armée et de la police somalienne. Et après la rencontre entre les deux chefs d'État, une rencontre élargie a eu lieu entre les deux délégations. Le séjour actuel donc du chef d'État somalien à Djibouti s'inscrit dans le cadre donc d'une tournée entamée 2 jours auparavant qu'il effectue auprès des pays contributeurs de l'AMISOM, la force africaine d'interposition en Somalie. Il s'agit donc d'une tournée dédiée à la vulgarisation des objectifs stratégiques, militaires et sécuritaires redéfinis en Somalie suite aux récents attentats aux conséquences meurtrières et destructrices jamais auparavant expérimentées par ce pays frère et ami. Au cours de sa visite à Djibouti, le chef de l'État
l'État somalien donc était accompagné d'une délégation de haut niveau. La réunion élargie a vu la participation des ministres et hauts responsables djiboutiens et somaliens. Des informations concordantes font état du renforcement des capacités du mouvement islamiste Al-Shabaab à mener des attentats et attaques suicides grâce à l'arrivée de nouveaux experts artificiels et de matériel militaire. Rappelant en outre que Djibouti participe depuis 2011 à la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Et à l'issue de la réunion, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a déclaré à la presse dans une interview qu'il s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à lui et à sa délégation. Et mon deuxième pays, Djibouti, a-t-il dit dans le cadre de cette visite. Je souhaite exprimer ici mes sincères remerciements et la reconnaissance pleine et entière de la Somalie pour le peuple et l'État frère de Djibouti qui nous ont dernièrement apporté une précieuse assistance suite à l'attentat terroriste qui a frappé notre pays, a-t-il affirmé. La trentaine de professionnels de santé ainsi que l'important matériel médical que Djibouti a dépêché à Mogadiscio à la foulée de l'attentat terroriste ont permis de sauver de nombreuses vies humaines, a-t-il poursuivi. Nous ne saurons jamais trop remercier la République de Djibouti pour son soutien permanent et multiforme à la Somalie, a enfin indiqué le président somalien. Et enfin, le chef d'État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a convié son hôte somalien et la délégation qui l'accompagne à un déjeuner officiel à la présidence. L'ambiance était conviviale lors du déjeuner qui a regroupé donc l'ensemble de la délégation accompagnant le président somalien et les officiels djiboutiens. Et après le déjeuner, le président Guelleh a accompagné le président somalien venu à Djibouti avec une forte délégation pour une visite de travail de 48 heures. Le président somalien séjourne à Djibouti dans le cadre donc de sa tournée de 2 jours auprès des pays contributeurs de l'AMISOM, la force africaine d'interposition en Somalie. Et revenons donc sur la visite du président somalien à Djibouti avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de cette visite et dans quel cadre s'inscrit-elle? Eh bien Ahmed, la visite du président somalien s'inscrit effectivement dans le cadre de sa tournée régionale afin de consulter l'ensemble des chefs d'État des pays de l'IGAD et contributeurs à la force de maintien de la paix en Somalie, l'AMISOM. Cette tournée de consultation qui intervient 10 jours après l'attentat odieux qui a coûté à plusieurs centaines de personnes et qui a fait des dizaines de disparus. Un attentat sans précédent, Ahmed, même aux heures les plus sombres de l'histoire de la Somalie, vise à définir une nouvelle stratégie pour combattre le terrorisme. Il faut savoir en effet que la constitution et la mise sur pied des forces de l'AMISOM répondaient à un besoin de faire face à un ennemi qui occupait et administrait des régions de la Somalie. Ainsi, la nécessité de combattre et de reconquérir ces régions et villes s'imposait d'elle-même. C'est à quoi s'est attelé l'AMISOM qui est sorti victorieux de ce combat. En effet, les miliciens Shebab ont été chassés de la totalité du terrain qu'ils avaient conquis à une certaine époque, bien sûr. Toutefois, après leur échec de ce combat, les Shebab se sont reconvertis au terrorisme, ce qui fait que le combat a changé de visage. Aujourd'hui, pour le gouvernement somalien, il est plus qu'impératif de traquer et de combattre cet ennemi sans visage qu'est le terrorisme. Cette nouvelle stratégie requiert d'importants moyens, d'où ces consultations, afin d'obtenir un consensus des pays de l'IGAD pour redéfinir une nouvelle stratégie adaptée à la situation actuelle pour mener à terme la pacification et la stabilisation de la Somalie. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Toujours en nouvelle nationale, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 20e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été abordées, qu'il s'agisse de la rentrée universitaire 2017-2018, la création et l'organisation du Comité national de l'enfance, l'approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2015 ou encore l'octroi de parcelles de terrain respectivement au ministère des Affaires musulmanes et à la Société Hamdani pour l'implantation d'un projet immobilier. Écoutons à présent le compte-rendu du Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 20e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 octobre 2017. Était inscrite à l'ordre du jour 10 questions. La première question concerne une communication faite par le ministre de l'Enseignement supérieur sur la rentrée universitaire 2017-2018. Cette année, l'Université de Djibouti a accueilli 9 986 étudiants répartis dans les facultés de droit et économie, d'ingénierie, de médecine, de sciences, de lettres
et dans les instituts de technologie industrielle et des technologies tertiaires. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, ONEAD, pour l'exercice 2015. Les résultats issus de l'exploitation normale des activités de l'ONEAD au titre de l'exercice 2015 s'établissent en produit à 5 190 678 000 89 francs Djibouti et en charge à 4 920 197 104 francs Djibouti. Des travaux lourds de modernisation et de rénovation des installations d'eau potable et d'assainissement ont été conduites, de même que le projet d'adduction transfrontalier destiné à accroître fortement la production potable à Djibouti afin de répondre à la demande de toute la population. Cependant, l'ONEAD reste confrontée à des difficultés de recouvrement. La troisième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2012-067 MPF portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Prenant en considération les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies formulées à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de Djibouti et suite aux inquiétudes formulées par les citoyens lors du séminaire de l'action gouvernementale en mai 2009, il a été élaboré en novembre 2010 un plan d'action national global en faveur de l'enfance portant sur tous les domaines relevant de la Convention. Il s'agit du plan d'action stratégique national pour l'enfance, plus communément appelé le PASNET. Le Conseil national pour l'enfant est un organe de supervision et de contrôle de la mise en œuvre du PASNET. Il mesure les progrès accomplis dans le domaine de l'enfance, identifie les lacunes et les obstacles et propose les orientations politiques et stratégiques. Cet organe, réorganisé et amélioré dans ses missions, participera efficacement à l'amélioration de l'environnement juridique, social, économique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant à Djibouti. La quatrième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2010-0103, présidence MPBF, portant création et organisation d'un comité national de pilotage et d'un comité technique pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti. Le comité national de pilotage est un organe de décision, d'orientation et de supervision des actions réalisées en faveur de la promotion et l'égalité des droits de l'enfant. Il s'est avéré judicieux de procéder à la réorganisation de cet organe qui a été en 2010, donc en respect des prérogatives du ministère de la Femme et de la Famille. Les attributions et les missions de ce comité ont été modifiées et améliorées. Les membres ont été élargis en intégrant d'autres départements gouvernementaux et des institutions étatiques concernées par la question de l'enfant à Djibouti. Le comité national de pilotage et le comité technique pour l'élaboration sont des organes qui participeront efficacement à l'amélioration de l'environnement juridique, social, économique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant à Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à la société Hamdani. Cette parcelle, d'une superficie de 19,5 hectares, attribuée à titre onéreux, servira à l'implantation d'un projet immobilier. Et les autres points donc ont été abordés et examinés lors de ce Conseil de ministres. Ils vous sont détaillés par le porte-parole du gouvernement. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain en faveur ou au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la culture. Cette parcelle de 50 hectares est destinée à l'extension du cimetière actuel du PK12. La septième question est un projet d'arrêté soumis au Conseil des ministres et qui a pour objet l'affectation au ministère délégué auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement chargé du logement d'une parcelle de terrain 6 à Balbala, sud, d'une superficie de 3 hectares qui sera destinée à l'implantation d'un centre de formation du métier du bâtiment ainsi que de l'aménagement d'un espace vert sur la moitié de cet espace qui a été alloué donc au ministère de l'Habitat chargé du logement. La huitième question est un projet de décret portant renouvellement du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Le précédent conseil d'administration de cet établissement public a été mis en place le 11 mars 2014. Le délai triennal prévu par les textes en vigueur étant écoulé, conformément aux dispositions de l'article numéro 3 de la loi numéro 2 en 98 et de l'article numéro 5 du décret numéro 99-078, présidence ministère de la
fonction publique portant sur la définition et la gestion des établissements publics. Les mandats des administrateurs ont été renouvelés. La 9e question concerne un projet de décret portant nomination de M. Saïd Moumin Abdi. M. Saïd Moumin Abdi est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. La 10e question concerne un projet de décret portant nomination de M. Douxier, Aouled Douxier et de Mme Neema Hassan Ismail en service au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. M. Douxier Aouled, qui est professeur adjoint de première classe 3e échelon du corps de l'éducation nationale, en service dans ce ministère, est donc nommé directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en remplacement numérique de Mme Qorat Saïd Chiré. Mme Neema Hassan Ismail est quant à elle nommée conseillère technique, directrice de la veille sectorielle et de la perspective en remplacement numérique de M. Douxier, Aouled Douxier. Le ministère de l'Éducation nationale a également présenté 3 projets importants lors de ce conseil. Le premier projet concerne la création du corps unique dans l'enseignement de base. Ensuite, il y a eu également un décret qui a été présenté par le ministère de l'Éducation qui concerne les conditions d'accès à ce cadre unique des professeurs de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Un autre décret important également a été présenté par le ministre de l'Éducation au Conseil des ministres, un décret qui fixe les avantages et les indemnités des inspecteurs de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et nous poursuivons avec ce message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Un message de félicitations transmis donc ce mardi au Premier ministre japonais, et ce après la victoire de la coalition politique qu'il dirige aux législatives qui se sont déroulées dimanche. À travers ce vote majoritaire qu'a remporté votre coalition politique, le peuple japonais s'est clairement prononcé pour vous confier la conduite des affaires du pays, a écrit le président Guelleh. Le renouvellement de votre mandat vous permet de conduire le Japon vers davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement, a écrit en substance le chef de l'État. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération, a poursuivi le président Guelleh, qui a réitéré ses chaleureuses félicitations à M. Shinzo Abe. Également dans l'actualité, visite de courtoisie du président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique à la primature. En effet, le Premier ministre Abdelkader Kamil a reçu donc hier en audience le président délégué du CIAN, une organisation patronale privée française qui regroupe des petites et moyennes entreprises industrielles et de services opérant en Afrique. Étienne Giraud était accompagné par M. Stéphane Descamps, et pour sa part, le Premier ministre avait à ses côtés son conseiller technique Ali Sillaï. Les hommes d'affaires français séjournent actuellement à Djibouti pour rencontrer les divers acteurs économiques et financiers, et c'est la première fois que de hauts responsables de cet organisme visitent le pays, d'où l'intérêt que suscite la République de Djibouti pour les opérateurs privés étrangers. Et le président de l'Assemblée nationale qui a de son côté reçu l'ambassadeur du Chili. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, donc, a reçu hier après-midi le nouvel ambassadeur chilien, Jaime Chomali. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale et les liens diplomatiques existants entre les deux pays amis. Rappelons que l'ambassadeur chilien, Jaime Chomali, avait remis hier ses lettres de créance, l'accréditant en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire au président de la République. Et le président de l'Assemblée a félicité le nouvel ambassadeur chilien pour son affectation à Djibouti. Elle a assuré de tout son soutien pour le plein succès de sa mission diplomatique. Suite au tragique attentat survenu à Mogadiscio le 14 octobre dernier, une cérémonie rendant hommage aux victimes a été organisée dimanche au siège du comité olympique djiboutien. L'équipe somalienne de handball et son président qui séjourne actuellement à Djibouti ont pris part à cette cérémonie, tout autant que le secrétaire général du comité national olympique, Faisal Abdurrahman, ainsi que Mme Saïda, présidente de la commission sport au comité national olympique. Rappelons que ce tragique attentat avait fait près de 600 victimes entre morts, blessés et disparus.
Et pour clore l'actualité nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, était à Amman, en Jordanie, pour prendre part au sommet annuel des directeurs généraux et commandants des gendarmeries et polices à statut militaire, membres de la FIP, qui est un acronyme pour France, Italie, Espagne et Portugal. Ce sommet s'est tenu du 15 au 18 octobre dernier à Amman, en Jordanie. Au cours de ce sommet, les chefs des délégations des directeurs généraux et commandants des gendarmeries et polices à statut militaire, membres de la FIP, ont été reçus par le roi Abdallah de Jordanie. L'adhésion de la gendarmerie djiboutienne à la plus grande organisation de gendarmerie consacre donc le niveau de développement de cette institution ouverte à l'international et constitue une reconnaissance méritée par ses pairs du monde entier. La gendarmerie djiboutienne, qui est la première gendarmerie de l'Afrique noire, a adhéré comme membre observateur à cette organisation et gardera donc ce statut pendant une période d'une année, à l'issue de laquelle elle pourra postuler pour devenir membre associé. La FIP est l'association des gendarmeries et polices à statut militaire, initialement européenne, qui s'est rapidement ouverte au reste du monde. La FIP regroupe à ce jour 16 gendarmeries et polices à statut militaire de 16 pays, en l'occurrence la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, la Turquie, les Pays-Bas, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, la Palestine, le Qatar, l'Ukraine, le Chili, le Brésil et enfin l'Argentine. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Asma Aboubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir Ahmed. Nous allons d'abord nous rendre au Nigeria. Un triple attentat suicide qui a fait au moins 28 morts dans le nord de ce pays. La ville de Maiduguri, dans le nord-ouest du Nigeria, a été le théâtre d'un triple attentat. Donc c'était hier soir. Les attaques perpétrées par 3 femmes kamikazes qui ont tué au moins 28 personnes. Effectivement, donc 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier. C'était à Maiduguri, la capitale de l'état du Borno au Nigeria, faisant 28 morts et 16 blessés. Donc après des sources sécuritaires, une source donc anonyme au sein des milices de la ville qui travaillent aux côtés de l'armée pour lutter contre le groupe djihadiste de Boko Haram. C'est ce qu'a confirmé ce triple attentat suicide, assurant que le nombre de blessés s'élevait à 32 sur les 2 premiers explosions. L'insurrection de Boko Haram, particulièrement meurtrière depuis 2009, a dévasté le nord-est du Nigeria et a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. Et direction le Kurdistan à présent, où les élections législatives qui devaient avoir lieu le 1er novembre au Kurdistan irakien ont été repoussées donc de 8 mois par le Parlement régional. La date de la présidentielle qui devait se tenir le même jour sera annoncée ultérieurement. Oui, effectivement, le Parlement du Kurdistan irakien a voté ce mardi le report de 8 mois des élections législatives initialement prévues le 1er novembre. La décision tombe un mois après la victoire du oui lors du référendum d'indépendance qui a provoqué une crise ouverte entre Erbil et Bagdad. Une nouvelle date pour la présidentielle qui devait aussi se tenir le 1er novembre doit être annoncée prochainement. Mais Asma, alors qui avait décidé de ce calendrier au départ et pourquoi ce report de 8 mois? Alors conformément au texte de loi au Kurdistan, c'était le président kurde Massoud Barzani qui avait décidé du calendrier des élections générales du début novembre. Ce ne devrait donc plus être le cas après le vote d'aujourd'hui. C'est ce qu'ont expliqué plusieurs parlementaires. Le mandat de Massoud Barzani, premier président élu de la région autonome du nord de l'Irak, a expiré en 2013. Il a été donc prolongé de 2 ans, puis s'est poursuivi dans le chaos créé par la percée fulgurante de l'organisation État islamique. C'était en 2014. Ahmed. Et nous allons à présent parler de sport dans la politique. Suite à la crise politique donc, qui a opposé la Catalogne à Madrid, le club du FC Barcelone refuse d'être un instrument manipulable. Le FC Barcelone, donc club emblème de l'identité catalane, ne doit pas être exploité dans la crise politique qui agite la Catalogne. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé dimanche le président du club, Josep Maria Bortomir. Oui, alors qu'une crise politique sans précédent bat son plein en Catalogne, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a mis les points sur les i dimanche devant l'Assemblée générale annuelle des sociaux en parlant des supporters actionnaires
très divisé sur la question, bien qu'il bénéficie d'une aura mondiale et des supporters un peu partout sur la planète. Le Barça est étroitement lié au sentiment nationaliste catalan dont il a longtemps été un porte-drapeau sous la dictature franquiste qui a duré de 1939 à 1975. Alors Asma, est-ce que la décision du président du FC Barcelone, Josep Maria, qui dit que son club ne doit pas être exploité dans la crise politique qui agite la Catalogne et la vie de tous? Eh bien, en pleine poussée indépendantiste en Catalogne, le président Bartomeu a été néanmoins pris entre deux feux ces derniers jours en raison bien de la position adoptée par le club favorable au droit à décider de la Catalogne et à un dialogue entre Barcelone et Madrid. Eh bien, une partie des sociaux ont réclamé que le club s'investisse davantage dans la cause séparatiste, quand d'autres, à l'inverse, rejettent la politisation du club. Ahmed. Merci Asma pour toutes ces explications. Fait divers à présent, un Américain de 18 ans a passé 11 jours sans manger après s'être perdu en forêt. Le jeune homme qui n'a jamais cessé de marcher a finalement été retrouvé. Austin Bohannan s'est offert malgré lui un remake de l'émission de télévision Men vs Wild, l'homme contre la nature, version longue et sans avoir l'occasion de reprendre des forces en mangeant quoi que ce soit. Pendant 11 jours, le jeune homme de 18 ans a arpenté donc le parc national avec plus de 2000 km² de forêt et de montagnes. Parti randonnée avec son beau-père, il a perdu bêtement sa trace. Décrit par ses proches comme un campeur confirmé, le garçon a recherché donc un relief élevé afin de se repérer sans jamais prendre peur. Austin a passé 10 jours à descendre le long du ruisseau, marchant jour et nuit et priant donc et rien à se mettre sous la dent. Les autorités alertées, Austin a pu retrouver sa famille en bonne santé comme on peut l'être après 11 jours sans manger. Et enfin, en Chine, le problème de l'addiction aux jeux mobiles fait des ravages. Une jeune chinoise vient de perdre l'usage de son œil droit après avoir passé trop de temps sur Honor of Kings, un jeu réunissant près de 50 millions de joueurs dans le monde. La jeune femme de 21 ans donc a perdu l'usage de l'œil droit après avoir passé une journée entière sur son smartphone à jouer aux jeux vidéo. Et après avoir téléchargé un jeu sur l'application mobile donc appelée Honor of Kings, la jeune femme a été prise d'une addiction totale au jeu et a passé une journée entière sur son écran à tel point qu'elle a été victime d'un trouble de la vision pouvant entraîner une perte définitive de la vue. Et donc incapable de voir de l'œil droit, la jeune fille s'est alors rendue à l'hôpital où les médecins lui ont diagnostiqué une occlusion de l'artère rétinienne, une maladie oculaire qui touche habituellement les personnes âgées. Interrogée, la jeune femme a révélé avoir été donc totalement victime d'une addiction qui la pousse à jouer plus de 16 heures par jour. Smartphone, télé, ordinateurs, leurs écrans sont munis d'une lumière bleue qui trop souvent peut être toxique pour nos yeux. C'est pourquoi il est important de beaucoup cligner des yeux et faire des pauses dans la journée. Alors à ceux d'entre vous qui ont trop souvent les yeux collés sur leur smartphone et écran d'ordinateur, attention, à bon entendeur, salut. Et c'est la fin de ce journal, merci et bonne soirée.